tu veux. Et salut à tous les amis, merci vraiment de nous retrouver pour ce débrief en roue libre. On rappelle, on est tous les soirs à partir de 19h pour débriefer l'étape du jour. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier étant donné qu'il y a France-Belgique. Donc on avance un petit peu. On a vécu ensemble la fin de cette étape, de ce premier sprint du Tour de France. Alors Robin n'est pas là, du coup, il est allé voir France-Belgique. Donc du coup, je suis avec mon Polo. Comment ça, mon Polo? Écoute, ça va très bien. On était entre copains là. On n'était pas beaucoup, hein, mais ceux qui étaient là, c'est les fidèles, hein, parce que évidemment que les gens ont préféré regarder la course directement sur leur télé. Mais les fidèles étaient présents, donc merci à eux. Et pour vous qui nous regardez sur YouTube, bienvenue pour ce petit débrief de l'étape 3 du Tour de France. Alors, on va rassembler toutes les informations, mais il s'est passé pas mal de trucs sur cette étape dans le final, hein, parce que Polo, on va pas se mentir, on a eu une petite sieste dans la journée. Pour certains, en tout cas, nous, on a bien bossé, mais voilà, c'était assez tranquille dans la journée. Il n'y a même pas eu d'échappée. Non, il n'y a Enfin, pas eu si, il y a eu d'échappée. Grelier. Il y a eu Grelier qui est combatif du jour. On avait Fabien Grelier, et tu sais que c'est ouf, Joseph, parce que dans le JDE ce matin, j'ai hésité. J'allais mettre un mec de Total Energy. J'ai mis Matteo Vercher. C'est vrai, tu as mis un mec comme ça. J'hésitais avec Fabien Grelier. Je pense que j'aurais pris quelques points bien mérités, enfin bien espérés en tout cas, au vu de C'est l'absence de possible. Jasper Philipsen de l'emballage final. Ouais. Mais au moins, ça animait un peu cette fin d'étape. C'était voué à l'échec, évidemment. Mais pour le coup, oui, comme tu le disais au tout début, c'était pas l'étape qui te fixe sur ton canapé, les yeux rivés devant la télé. Ça, ce sera Pas plutôt encore. demain, je pense. Aujourd'hui, c'était l'occasion de se reposer. Bon, toi comme moi, on a bien envoyé cet après-midi dans nos travails respectifs, donc on n'a pas pu se reposer. Mais bon, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de voir toute l'étape pour ça. Effectivement. Tu fais un peu attention, tu te la mets en fond et tu regardes les 20 derniers kilomètres de manière très sérieuse. Donc franchement, petite régalade Hmm. de fonctionner comme ça aussi. Moi, j'aime bien. Et par contre, je sais que demain, ça va être journée dans la télé. Ça par contre, je suis déjà Ça va chaud. être incroyable. Ton micro, il pop un tout petit peu, Polo. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un petit branchement à refaire. Bah, toi C'est pas aussi, ça grand-chose. pop. Alors peut-être que dites-nous dans le chat si ça pop aussi chez vous. Mais moi, après, C'est peut-être moi alors. Je sais pas. moi, je Je t'entends vais popper un peu aussi, Joseph. Mais si ça ne dérange pas les coureurs, bah, il nous dit les coureurs, les, les suiveurs de notre émission, on va voir dans le chat, ils vont nous dire. Mais sinon, j'essaie de débrancher, rebrancher aussi. Mais il y a des petits OK. pops, ouais, Joseph, je suis d'accord avec toi. Ouais, je sais pas trop pourquoi. Donc on a eu un sprint houleux, Paul, déjà, c'est la première, c'est le premier enseignement. Sprint tendu, premier sprint du Tour de France. Voilà, ça arrive. Il y a eu quand même pas mal de casses. On va essayer de ramener un tout petit peu les informations. Mais voilà, comme ça peut arriver, c'est le Tour de France. Malgré le fait qu'il y ait une large route en Italie, eh ben, ça peut tomber comme ça, quoi. Ouais, bah bien sûr. On en parlait avec Thib qui est dans le chat ce matin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un premier sprint de grand tour, qui plus est sur le Tour de France, c'est jamais un sprint normal. Il y a tellement de tensions entre les équipes qui veulent se placer, il n'y a pas de hiérarchie, donc tout le monde pense qu'il a le droit de prendre les rênes du peloton. On a vu beaucoup d'équipes, on a vu les Uno-X, on a vu la DSM, on a vu les Intermarchés, on a vu tout le monde en tête de peloton. On a vu aussi les équipes de leaders qui replaçaient aussi leurs hommes du classement général parce qu'on l'a vu à l'arrivée, une chute en milieu de peloton, ça peut te coucher pour les 3 semaines du Tour. Donc ça aurait été con aussi de perdre le Tour de France sur ce genre de chute. Donc tout le monde est hyper nerveux et comme je te disais, l'absence de hiérarchie puisqu'on ne savait pas où les gens en étaient, ça rend tout le monde hyper stressé. Et pour le coup, bah voilà, ça donne un sprint hyper chaotique entre ceux qui chutent, ceux qui perdent leur poisson pilote, ceux qui se retrouvent là alors qu'on ne les attendait pas trop. Franchement, qui aurait parié euh, Binyam Girmay devant Fernando Gaviria sur le premier sprint du Tour de France quand on sait que dans ce Tour de France, il y a Jasper Philipsen, il y a Diane Groenewegen, il y a Arnaud Delis, il y a des Wout van Aert, il y a des coureurs comme ça. C'est assez fou de se dire que c'est Binyam Girmay qui gagne devant Gaviria. Le podium C'est hallucinant. est assez iconique. Ah, effectivement, surtout que bah voilà, Binyam Girmay qui l'emporte. Alors nous évidemment, on est très heureux. Il a 24 ans, c'est un coureur qui est encore très très jeune. Mais voilà, quand tu regardes un peu sa saison notamment, on peut pas dire que au niveau World Tour, en tout cas, il est confirmé, Polo.
tous les espoirs qu'on avait pu placer en lui ces dernières années. Il était présent sur le dernier Tour de France notamment. Il n'avait pas franchement fait un très grand Tour de France. Il avait fait une troisième place du côté de Bordeaux. Mais voilà, ces dernières années, et notamment sur le Giro, c'était en 2022, quand il avait été capable de l'emporter sur une étape et malheureusement derrière, en ouvrant du champagne, de s'ouvrir l'œil et de devoir abandonner. Il avait montré qu'il était capable de faire des très grandes courses et notamment des courses d'un jour. On l'a déjà vu très très présent sur les classiques et sur les monuments. Mais là, alors je ne sais pas si c'est la plus belle de sa carrière. Alors sans doute parce que c'est un sprint massif sur le Tour de France. C'est sa 14e victoire en professionnel. C'est sa première sur le Tour de France, sa deuxième en Grand Tour, Paul. Mais c'est sans doute sa plus belle et ça confirme un certain retour en forme de la part de Biniam Girmay. Hein. Ouais, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que, le fait en fait, c'était même pas sûr que ce soit à lui, de sprinter et justement, on nous le dit dans le chat, que ju dans son interview d'après course, il disait que le plan, c'était de rouler pour Tyson et nous, quand on en parlait ce matin dans la preview, c'était aussi ce qu'on avait un peu imaginé. Le Belge qui a quand même une, meilleure pointe de vitesse sur sprint massif, en tout cas, sur ses dernières sorties, qui nous avait plus rassuré que Biniam Girmay, qui, comme tu l'as dit, Joseph, au niveau World Tour, a du mal à confirmer depuis maintenant une grosse année, voire même un peu plus. Donc, ce résultat est très, très surprenant. Est-ce que ce sera une hiérarchie qui commence à se mettre en place avec un Girmay qui s'impose comme l'un des meilleurs sprinteurs du peloton, voire de ce tour? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas lui reprocher à l'Érythréen, c'est que il a su saisir sa chance. À partir du moment où il se dit je dois rouler pour mon leader, mon sprinter leader, mais que je me sentais bien, je me suis dit, j'ai tenté ma chance. Le sprint était un peu chaotique. Il a eu raison. Il n'y avait aucune assurance que Tyson gagne le sprint. Lui, il a vu une ouverture. Bravo à Il lui y parce allait. que c'était très bien sorti. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et il était hyper ému à l'arrivée. Les larmes pour Biniam Girmay, ça fait plaisir de le voir gagner. Effectivement, il dit: je voudrais remercier mes équipiers tout d'abord. Il s'est arrêté longuement, il n'arrivait même plus à parler. Et puis après, il a dit: depuis que j'ai commencé le vélo, je n'avais jamais rêvé de faire partie du Tour de France. Je ne peux pas y croire. Pour moi, c'est incroyable. Donc, franchement, félicitations à Biniam Girmay. Et les équipes qui gagnent, là, DSM, Arkea, Intermarché. Et bien voilà, comme quoi le Tour de France, on a les favoris, mais on a aussi des surprises qui sont absolument incroyables. Je ne sais pas si certains d'entre vous dans le chat, parce qu'on est en live sur Twitch, on le rappelle, avaient vu Biniam Girmay, mais franchement, dites-le nous si certains avaient vu juste, mais félicitations à tous. Derrière Polo, dernière Biniam Girmay, on a quelques noms, là aussi assez inattendus, comme quoi c'était un sprint assez houleux. Mais il y en a quand même trois qui étaient présents. Philipsen n'était pas là. Gaviria finit deuxième, mais Arnaud Delis qui fait 3, Mats Pedersen qui fait 4, Dylan Groenewegen qui font 5. C'est quand même, je vais pas dire pas normal parce qu'il n'y a pas de normalité dans la victoire, mais on va dire frustrant et inquiétant pour eux de ne pas réussir à gagner contre Girma et Gaviria alors qu'on a Philipsen qui est absent, non? Ouais, mais il faudra regarder ce sprint. Je pense surtout à Jacobsen. Là, je vois la palette de Jackie Durand en même temps qui analyse ce sprint. Jacobsen arrive de très très loin, j'ai l'impression, alors qu'il était très bien placé à 1,5 km de l'arrivée. Il faudra voir ce qui s'est passé dans l'emballage final. Diane Groenewegen est un peu coincé, mais ça, c'est le jeu du sprint. D'habitude, c'est lui qui coince les autres. Pour le coup, là, il s'est fait coincer. Comme je te dis, euh, c'était un jeu d'opportunité aujourd'hui. Opportunité parfaitement saisie par Girmay et même par Gaviria, qui je ne pense pas espérer mieux que ce qu'il a eu aujourd'hui en termes de classement. Donc bravo à eux. Mais je pense que la hiérarchie des sprinteurs de ce tour n'est pas du tout représentée ni représentative de ce qu'on a vu, de ce qu'on voit sur ce top 10. Mais par contre, ça, c'est de la faute de personne. Hein. Donc Girmay, il n'a rien volé, bien au contraire. C'est clair. C'est une magnifique victoire. Mais par contre, moi, j'ai cette petite frustration de ne pas avoir vu tous les sprinteurs se tirer la bourre. Je ne sais pas où est Philipsen, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas de nouvelles. Il y en a d'autres aussi, les Van Aert ou Laporte côté Visma Leasebike qu'on n'a pas vu au sprint.
Ouais, écoute, ça va venir, hein. Il y aura encore, 6 ou 7 possibilités pour les sprinteurs dans ce Tour de France. On aura largement le temps de les revoir. Mais, pour le coup, Philipsen est dans la chute, Ouais, nous ouais, dit il est Marc dedans, dans je le viens de chat. voir. Pour le coup, ouais, du coup, vu qu'on était en live, on n'a pas pu tout voir, parce que surtout que moi, je suis sur un petit écran, j'ai dû mettre sur mon téléphone parce que sur l'ordi dans lequel je vous parle et bah, je tourne, je réalise le stream et dans l'ordi d'à côté, j'utilise, le PC pour vous montrer des petites infos comme les classements et cetera. Donc je regarde la course sur un téléphone qui est assez grand certes, mais mais je vois pas tout. Mais donc voilà, moi j'ai envie de voir les meilleurs se tirer la bourre et pouvoir me dire: «Ah OK, là, Philipsen, il a gagné, c'est lui le meilleur sprinter. Là, Arnaud Delis a gagné, en fait, c'est lui le meilleur sprinter. On revoit un peu l'emballage final là. J'essaye de voir. Sam Bennett était très bien placé, mais tu vois, Delis est pas dans la roue de son poisson pilote qui se retourne. Je sais pas du tout qui Mais c'est le moi, je poisson pense pilote. qu'il va Ça avoir doit un être problème de Kepala. toute manière, Dely, hein. Il va Hein? avoir un problème, Dely. Il a pas un sprint, il a pas, un train qui est incroyable, hein. Il a Grignard, Beulens, la Campenard qui peut en amont faire du bon boulot pour le placer, mais derrière, il a pas vraiment un poisson pilote de haut niveau. Donc forcément qu'il va un peu, galérer à certains moments pour se placer, Arnaud Delis. Alors là, c'était Beulens qui était là avec lui. Mais il sera jamais placé aussi bien que les autres. Je pense que Arnaud Delis, tu vois, une de sa force sur ce Tour de France, ça aurait été pour gagner de se placer dans la roue d'un Jasper Philipsen. Mais comme Jasper Philipsen n'est pas présent, bah derrière, pour retrouver un placement et tactiquement, bah, ça ne doit pas être si facile, quoi. Ouais, Arnaud Delis, c'est un nerveux. C'est un nerveux. Du coup, dans un emballage final, avec le stress qu'il doit y avoir pour son premier Tour de France, avec le maillot de Belgique, il est attendu comme l'un des favoris de l'étape. Il a dû voir que Jasper Philipsen n'était pas là. Ça, je pense que ça joue aussi pour Ouais, les c'est clair, c'est sprinteurs, de, clair. de- de se dire que Philipsen, l'épouvantail, n'est pas dans l'emballage final. Tu te dis, oh là là, il ne faut pas que je me rate parce que là, j'ai une occasion en or. Donc, je pense que ça faisait beaucoup d'infos à analyser pour le Belge, qui n'est pas non plus le meilleur sprinter du monde sur le plat. On sait que c'est un Non, non, sprinter c'est vrai. costaud, mais là, dans un sprint aussi ouvert, je pense qu'il ce soir, il va rentrer à l'hôtel, il va se dire: «Putain, je me fais battre par, Gaviria et Binem Girmay. C'est des gens qui sont moins rapides que moi, normalement» et ça, je Ouais. pense que ça doit faire un peu cogiter. Mais après, voilà, il va chercher un beau podium pour son premier sprint sur le Tour de France. C'est pas non plus il a pas raté son sprint non plus. Mais je pense qu'il va avoir beaucoup de regrets ce soir en rentrant à l'hôtel. Maxou Canayo qui nous dit longtemps qu'on n'avait pas vu Gaviria à ce niveau. Effectivement, c'est une vraie surprise de le voir présent et deuxième, le Colombien. Donc félicitations à lui. Deli, il lui manque un double pour le placement, nous dit la team. Effectivement, peut-être qu'il manque un vrai poisson pilote pour le placer ou en tout cas, peut-être qu'il devra trouver d'autres solutions, le Belge, pour espérer gagner une victoire. On rappelle quand même que c'est son premier Tour de France saison, que c'est son premier sprint sur le Tour de France. Donc il aura tout le temps pour aller chercher de l'expérience, notre ami. Une image insolite quand même qu'on a vue, dont on peut parler très très rapidement, c'est Abrahamsen qui conserve le maillot vert sur ce Tour de France à la fin de cette étape. Il le conserve alors que Pedersen notamment a gagné le sprint intermédiaire. Il a pris 20 points devant Jasper Philipsen. Kokar et Demar avaient terminé troisième et quatrième. Ils avaient quand même fait ce sprint intermédiaire. À voir si ça indique quelque chose sur leur velléité de maillot vert ou non aux deux Français. Mais en tout cas, ils avaient terminé 3 et 4. Par contre, Abrahamsen, il le gagne. Et Abrahamsen, bon, en plus de garder son maillot vert là, avec 10 points d'avance sur Girmay, pendant l'étape, avec un de ses équipiers, il était parti en échappée, un peu devant le peloton. On s'est dit, ah bah ça y est, ils vont former l'échappée. Ils se sont arrêtés, les mecs. Ils se sont arrêtés, puis ils ont attendu le peloton. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas très contents, Vauclair, Jalabert, tout ça. Ils se sont dit, bon, les cocos, qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient à la limite en train de dire que c'était un petit peu en manque de respect. Polo, je ne sais pas si tu as pu le voir, parce que tu as fait 15 000 trucs cet après-midi, mais c'était une image assez étonnante, hein. Je ne sais pas ce que vous J'ai en vu avez pensé dans le chat. Il y en a qui j'ai crient au manque de respect, hein. j'ai vu l'image, crier au manque de respect, bon, Bah, on chacun n'avait jamais chacun vu ça, quoi. chacun met son échelle où il veut, hein, quand on parle Ouais, de c'est ça. on utilise le mot respect. Moi, j'ai vu une étape où personne n'a pris l'échappée. Je trouve que c'est plus ça, le manque de respect global de cette étape. C'est Je étonnant, hein. pense qu'il faut quand même respecter un peu le Tour de France, respecter la course, au moins essayer de la faire un petit peu.
Évidemment que dans un Tour de France de plus en plus cadenassé, avec de plus en plus d'enjeux, de plus en plus de moyens, etc., que les équipes de sprinteurs n'allaient pas lâcher une étape comme ça pour une potentielle équipe de baroudeurs. Mais de là à pas voir d'échapper, ça m'emmerde quand même un peu. Et en plus C'est l'étape de demain qui fait peur, tu penses? hein? L'étape de demain, elle peut faire peur? Ouais, elle peut faire peur, mais qu'est-ce que ça va changer à un baroudeur de faire des kilomètres en tête où tu vas rouler aussi vite? Bon, évidemment que tu vas faire beaucoup plus d'efforts, mais bon, tu montes le maillot. Je pense qu'il y a des équipes et des coureurs qui feraient bien de le montrer un peu. Tu te fais une belle balade, tu passes la journée devant, je trouve ça cool dans l'idée. Enfin, c'est évidemment que tu lâches du lest, on est en début de Tour de France, mais alors sans aller jusqu'au manque de respect, mais moi ça m'emmerde de voir qu'il y ait pas une petite lutte, même si elle est pas à armes égales. Ça m'énerve de ne pas avoir une petite lutte entre des échappés et du peloton. Mais voilà, si on revient sur la question de base, non, il n'y a pas eu aucun manque de respect. Ils ont fait leur course, ils ont fait leur petite affaire. Voilà, ça, et tu vois, la preuve, c'est on en parle parce que c'est l'un des éléments marquants de cette étape. Je ne sais pas Ah, si c'est effectivement. triste ou pas, mais c'est l'un des éléments marquants de l'étape. Donc voilà, écoute, moi, Abrahamsen, après les deux étapes qu'il a faites en Italie, les deux premières, je ne vais pas lui reprocher quoi que ce soit sur cette étape où on l'attendait pour le coup pas du tout. Tu as raison. Cavendish a eu un petit problème, on l'a senti quand même tendu, mais il n'a pas réussi à faire les sprints. Donc on verra plus tard pour Mark Cavendish, qui, on le rappelle, court après une 35e victoire et donc le record du nombre de victoires sur le Tour de France. Ce sera un des événements si ça arrive. Voilà. Il nous reste un peu plus de 10 minutes, mon Polo. On va pouvoir enchaîner du Ouais, coup sur ouais, la preview de la quatrième étape. tout à fait. Cette quatrième étape, du coup, 4400 mètres de dénivelé. C'est du coup direction Valois. On part de Pinerolo, donc on sera encore en Italie. Montée du coup de Sestrières, c'est une très longue montée de près de 40 bornes. C'est un long fond plat montant. C'est une histoire de faux plat montant d'ailleurs demain, parce qu'on va aussi passer par le Lautaret pour monter au col du Galibier. Par contre, entre les deux, il y aura les lacets de Montgenèvre, qui ont vu notamment Romain Bardet se régaler pour gagner. Ah non, c'était à Montvernier. C'était à Ouais, Montvernier. c'était à Montvernier. Montgenèvre, c'est auto. Il Voilà. a gagné à Saint-Gervais, en haut des lacets de Montvernier, enfin Je un confonds peu plus loin toujours que les lacets de Montvernier, Montvernier et mais pas Montgenèvre. Montgenèvre. Exactement. Je me suis repris juste avant. Dieu merci. Donc voilà. Donc première étape de très très haute montagne après les deux premières. Donc ça va être évidemment hyper intéressant. Il y a les bonifs du coup en haut du Galibier. Ça va être assez important. Et la première information, Paul, du coup, c'est que Richard Carapaz prend le maillot jaune, étant donné que c'était à 14 places près. S'il terminait 14 places devant Tadej Pogacar aujourd'hui, il prenait le maillot jaune, et l'Équatorien, du coup, prend le maillot jaune. Il aura porté le maillot de leader sur les 3 grands tours, et en plus, il est champion olympique. Il a quand même un sacré palmarès, Richard Carapaz. On rappelle, l'an dernier, il avait dû abandonner sur chute alors qu'il avait quand même pas mal d'ambition. Là, il le voulait, ce maillot jaune, il l'a eu. Qu'est-ce qu'il peut en faire désormais, Richard Carapaz, selon toi, alors que la première étape de montagne se profile? Bah, la fourchette d'objectifs, elle peut être large hein, pour Richard Carapaz. Le meilleur Richard Carapaz possible, s'il est très en forme, c'est d'être la troisième force en présence derrière Pogacar et Vingegaard. De ce que j'ai vu, notamment sur San Luca hier, ça a l'air quand même d'aller Il est en bien pour forme, hein. l'Équatorien, ce qui est quand même assez rassurant. On se rapproche de ces belles années d'il y a 3-4 ans maintenant. Après, de là à espérer, hem, pardon, de là à espérer quelque chose d'autre, je pense qu'il ne faut pas non plus trop se chauffer. Moi, Carapaz, j'ai envie de le voir du coup dans la lutte au podium, face à Roglic, face à Evenepoel, face au UAE ou même au Visma Leasebike pour certains. Voilà, c'est là que j'ai envie de voir Carapaz. Et je pense que ce maillot jaune, qui lui a pas coûté tant d'efforts à aller chercher, mine de rien, puisque même si tu t'arraches pour le sprint, bah ça reste quand même 5-6 km de gros efforts de plus que tes adversaires. Je pense peut lui donner des ailes au Sud-Américain. C'est ça qui est Équateur, Sud-Américain, Amérique centrale, j'ai un doute là. Non, c'est Amérique Équatorien. centrale. Hein? Équatorien. Ouais, mais Amérique centrale ou Amérique du Sud, l'Équateur, j'ai un doute. Amérique centrale pour moi.
Ouais, j'ai un doute terrible. Bon, dans le chat, ils vont nous le dire en se moquant de nous au passage. Mais, mais pour le coup, moi, je pense que ça peut vraiment lui donner des ailes. Et je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver pour essayer de s'accrocher le plus possible avec les meilleurs et aller chercher un bon résultat. Parce que se battre, on en parle un peu avec Romain Bardet, mais se battre pour défendre le maillot jaune, et ben, c'est aussi te mettre bien au classement général. Et ça, c'est important. Et déjà, Carapaz, du coup, là, à la veille de la première étape de montagne, il est bien, voire très bien. Par contre, et ça vaut pour tous les autres coureurs, pour Vingegaard, pour Pogacar, pour Evenepoel. Demain, tu passes deux fois à plus de 2500 mètres. Non, pardon, je te dis une bêtise, plus de deux fois à plus de 2000 mètres. Franchement, ça va être un test pour tout le monde. Et tout ce qu'on a vu depuis le début va être rebattu. Les cartes vont être rebattues, puisque là, on est sur une vraie belle étape de montagne. Alors, on n'est pas sur les versants les plus durs, notamment le versant du Galibier qui jusqu'au Lotaret, tout le Lotaret est quand même assez simple, puisque même moi je l'ai fait. Pour le coup, ça donne ça donne un ordre d'idée. Mais par contre, je te dis, la répétition des efforts, le départ en faux plat montant, voire en montagne, et les passages en haute altitude, c'est très différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'à partir de ce soir, c'est vraiment un nouveau Tour de France qui commence, Joseph. Ouais, la type qui nous dit objectif pour demain du côté de l'AIF, filtrer au mieux et laisser filer l'échappée si AE ne veut pas rouler pour ne pas que Pogacar lui chip par le jeu des bonifications. C'est un peu le même jeu auquel a joué la DSM, notamment quand Romain Bardet avait le maillot et avait tenté de le conserver. Mais malgré tout, Polo, au final, ils vont sûrement subir ce que Tadej Pogacar aura décidé de faire parce que Tadej Pogacar, là, il est deuxième du général. Il y a 4 hommes qui sont dans le même temps. C'est Richard Carapaz qui est premier, Tadej Pogacar qui est deuxième, Remco Evenepoel qui est troisième et Jonas Vingegaard qui est donc quatrième. On a Romain Bardet qui est à 6 secondes de ces 4 hommes-là. À voir demain quelle est l'attitude de Romain Bardet. Est-ce qu'il va essayer de se glisser dans une échappée? Est-ce qu'ils vont essayer je ne pense pas que les IF vont laisser partir Romain Bardet, mais à voir un peu comment ça se passe. Et derrière, on a tout un tas de coureurs qui sont présents sur les 3 premiers jours de course. On n'a aucun grand favori qui a été largué, mais on va avoir sûrement, Polo, l'acte 2 entre Pogacar et Vingegaard. Mais malgré tout, vu ce qu'on a eu et sur la première montée de San Luca, j'ai l'impression à Vingegaard qui a l'air prêt à être attaqué par Pogacar. À Vingegaard qui va peut-être pas passer à l'attaque, mais qui va être prêt à lui sauter dans la roue, quoi. Ouais, bah là, on va rentrer dans un scénario où on peut plus se cacher. Ils ont joué un peu au chat et à la souris depuis le début de ce Tour de France, que ce soit par presse interposée et également sur la route depuis hier. Là, tu te caches plus. Certes, c'est pas l'étape de montagne la plus dure de ce Tour de France, mais c'est la première, c'est le premier grand rendez-vous. Et comme la fameuse formule le dit, certes, tu ne gagnes pas le Tour de France sur ce genre d'étape, mais tu peux le perdre. Et demain, il y aura déjà beaucoup de coureurs, à mon avis, qui l'auront perdu. Il n'y en a pas beaucoup là après 3 étapes, Mm. évidemment. À partir de demain, je pense que le compte sera bien plus important. Donc c'est en ça que c'est intéressant cette étape, parce que les deux maboules là, ils vont se tester. Pogacar, il va faire le tempo, il va attaquer. Et toute la question, ça va être de savoir si Vingegaard, comme sur la côte de San Luca, va être capable de s'accrocher. Sur San Luca, l'attaque, elle est pas sur un faux plat, mais elle n'est pas sur les plus durs pourcentages. Elle est très proche du sommet. Je pense que si tu voulais faire bluff, que tu étais bien, tu pouvais y arriver. Là, demain, tu ne pourras pas. Demain, dès que tu vas arriver, dès que tu vas passer le Lotaret et que tu vas arriver sur les pentes du Galibier, tu seras déjà très haut en termes d'altitude. Tu vas te taper des pourcentages à 7, 8, 9%. Là, tu ne pourras pas te cacher. Et c'est pour ça que cette étape est intéressante, c'est que elle va vraiment mettre les gens à leur place et quel que soit ce qui se passe, même s'il y a un scénario avec une échappée fleuve qui va au bout ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on parlait du maillot jaune de Carapaz. Le problème de Carapaz, c'est même pas laisser une échappée partir pour qu'ils prennent les bonifs ou du Gaibi ou quoi que ce soit. Moi, le problème que j'ai pour Carapaz, c'est quand Pogacar va attaquer et là, savoir si l'Équatorien va être capable de garder la roue. Mm. Quand tu es dans le même temps, parce qu'il n'a même pas le pécule qu'avait Romain Bardet, ils sont dans le même temps. Ouais, Donc, c'est clair. moi, je pense que l'équation elle va être très compliquée pour lui pour garder le jaune demain.
Après, voilà, on sait que le Lotaré, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un long faux plat montant sur lequel il n'aura aucune difficulté à rester dans les roues. Et après, on va voir si eux vissent véritablement dans le galibier, parce qu'il faudra visser finalement assez rapidement, étant donné que derrière, il y a une descente. Donc, si les deux sont ensemble, ils vont certainement pas prendre tous les risques pour lâcher les autres. À voir, mais il a quand même une chance de le conserver demain. Richard Carapaz, on verra. Mais ça dépendra véritablement des écarts que feront Pogacar et Vingegaard l'un par rapport à l'autre et les uns par rapport aux autres. Et aussi, effectivement, s'ils espèrent creuser sur les autres. C'est tout un tas de questions sur lesquelles dont on va répondre demain. Mais voilà, cette descente qui va aller vers Valois, elle fait presque 20 bornes, donc ça va être quand même assez long. Disons que si Carapace bascule avec 30 secondes de retard, si les deux devant ne prennent pas tous les risques, mais que lui les prend pour conserver son maillot jaune, il devrait le conserver. En tout cas, ça va être l'un des événements hyper importants, et évidemment avec plein d'autres événements, comme par exemple savoir où on est Carlos Rodriguez pour Ineos, où on est Tom Pidcock, où on est Primoz Roglic, où on est Hindley, où on est Vlasov, où on est Henrik Mas, où on est l'équipe aussi de Evenepoel, évidemment. Donc plein de questions qui vont être très intéressantes, et quoi de mieux que le col du Galibier pour passer une première fois dans les Alpes. On le rappelle, cette année, on repassera une deuxième fois dans les Alpes parce qu'on termine à Nice, donc ça fait une boucle, et pourquoi pas, toujours un plaisir de passer par les Alpes Polo. Voilà en tout cas pour l'étape de demain. Je ne sais pas si on peut faire un petit prono, Paul, mais je vois bien Pitcock aller gagner demain, moi, réussir à basculer et derrière attaquer. Je ne suis pas sûr qu'il prenne tous les risques dans la descente, donc je vois bien Pitcock tenir. Je ne suis pas sûr malheureusement qu'il s'envoie, que Pogacar et Vingegaard s'attaquent de manière monstrueuse. Je pense qu'il va réussir à garder les roues et après attaquer. Moi, j'y crois pas du tout, Joseph. Je suis désolé. Je vois pas un Bah, tant scénario. mieux, moi je préfère ton scénario Je avec vois, service sévère, hein. je vois pas un scénario dans lequel Pitcock peut gagner. Il n'aura pas l'autorisation de prendre l'échappée, que ce soit par son équipe et par ses adversaires. Et à la pédale, je le vois pas passer au sommet du col du Galibier avec les meilleurs. Je pense qu'il manque encore un truc en montagne pour être capable de faire ça. Évidemment que c'est un très bon descendeur, mais je pense que le débours qu'il aura pris dans la phase ascendante sera trop important. La question intéressante, c'est de savoir si une échappée peut aller au bout. Euh, J'étais sûr et certain que sur la côte de San Luca, enfin l'arrivée après la côte de San Luca, ça allait être une affaire entre Pogacar et Vingegaard. N'importe quoi, la veille, pardon, je dis des bêtises, je suis en train de fatiguer. Enfin non, la côte de San Luca. Je pensais que ça allait être une affaire entre Pogacar et Vingegaard, ça l'a pas été. Ça n'a pas été. Donc, écoute, je vais réfléchir pendant la nuit et je donnerai mes petits pronos demain dans l'échappée à 10h sur Très bien. Winamax, Joseph. Très très bien. Bon bah voilà, nickel. Merci mon Polo. On rappelle, on est ensemble de manière normale tous les soirs à partir de 19h. C'est Paul et Robin qui sont là. Quand l'un des deux n'est pas là, c'est moi qui remplace, et avec un immense plaisir que je vous retrouve tous sur cette chaîne First Team 101, les rouleurs. Et on rappelle, on met ça en replay sur la chaîne FT Sport sur YouTube, et le matin on est en direct avec Paul et Robin. Ce matin on était avec Thibaut, qu'on remercie encore une fois pour avoir été avec nous. C'était un immense plaisir. Donc voilà, merci à tous, et on peut aussi nous écouter en podcast, mon Polo, hein. Tu me confirmes, on peut nous écouter en podcast pendant le Tour de France. Bien sûr, Joseph. Voilà, non mais je Et au voulais être fait sûr. de ce qu'on fait et de ce qu'on diffuse. Je voulais être totalement certain. Voilà, merci Polo, merci à tous. Je vous souhaite un bon match, en espérant que Brian Cocard ait plus raison qu'Arnaud Delis. Si vous avez entendu leur petit échange pendant la course, il disait que les Bleus allaient gagner parce que Lukaku était maladroit. Voilà, je suis d'accord avec lui parce que Arnaud Delis disait qu'ils allaient gagner 2-0. Mais voilà, allez les Bleus les amis, en espérant se retrouver en quart de finale et se régaler demain dans le Galibier. Ciao, ciao. Ciao Polo, bisous les rollers. Bisous, salut les gars, à demain. Ciao, ciao.